Khaled Higuet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'une nouvelle fondation qui s'appelle French African Foundation, qui a été fondée en 2019. Pourquoi Exactement. cette fondation? Alors, cette fondation, tout simplement pour révéler des talents africains et aussi français qui travaillent sur l'Afrique, de bâtir une communauté de leaders qui soient capables de relever les défis de notre temps. Parce qu'aujourd'hui, clairement, hein, nous vivons des défis globaux, que ce soit sur les questions de politique publique, les questions de sécurité, les questions du changement climatique. Mais à l'intérieur, c'est que comment vous êtes appuyé par qui? Quels sont vos moyens? Et comment vous vous projetez dans l'avenir? Alors, tout simplement, comme vous dites bien, c'est une fondation qui a été créée en 2019 de la volonté de jeunes Africains et Français de créer cette communauté. Nous sommes des fondateurs, nous sommes cinq et tout, qui viennent du monde de l'entreprise, de la société civile, mais aussi donc du monde, je vais dire, pas complètement politique, mais institutionnel. Nous sommes soutenus aujourd'hui par des entreprises comme aujourd'hui Duval, la Société Générale, et aussi par des institutions comme l'Agence française de développement. Et l'idée, en fait, donc, comme je disais, c'est de créer cette communauté de leaders soutenue par les parties prenantes du monde du développement, que ce soit donc l'entreprise ou l'institutionnel, pour contribuer à bâtir cette communauté-là qui pourra prendre la relève et faire face aux défis de notre temps. La France a été beaucoup dans ce que beaucoup appellent la France-Afrique, qui est Oui. un peu derrière nous, mais vous allez incarner cette nouvelle relation. Comment voyez-vous cette projection dans l'avenir et dans cette relation qui est fondatrice entre le continent et la France, en tout cas la partie francophone du continent? Alors, c'est tout simple. Je pars du principe que je suis moi-même euh, un produit et un symbole de cette relation. Je suis béninois, je suis né au Bénin, j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Je suis venu faire mes études universitaires en France. Et aujourd'hui, au moment où je parle, je vis en France. Je pense qu'il existe quand même un passé qui est important, qu'on ne peut pas nier, dont on doit s'inspirer, mais aussi on a l'obligation de construire l'avenir. Et je suis très fanonien. Je pense que chaque génération a sa mission et qu'elle peut l'accomplir ou la trahir. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se dit qu'on a la responsabilité de bâtir une nouvelle relation entre les jeunes Français et les jeunes Africains, sans oublier l'histoire du passé, mais en s'inspirant des erreurs du passé pour construire un avenir plus serein. Aujourd'hui, ma génération ne connaît pas cette relation France-Afrique dont vous parlez, mais c'est qu'elle existe, qu'elle a existé, et nous avons donc l'obligation et le devoir, nous devons nous sortir de ce cadre pour bâtir une nouvelle relation, et c'est ce que nous essayons de faire. Il n'y a pas de prétention, ne sommes pas là pour créer quelque chose d'idéal ou créer une idéologie, pas du tout. Nous sommes juste là pour bâtir une communauté pour la jeunesse africaine et française, pour que les gens puissent apprendre à se connaître, travailler ensemble et conduire des projets ensemble. Est-ce que vous pourriez nous faire une cartographie de cette relation France-Afrique, la nouvelle cartographie, puisque vous incarnez cette jeunesse, cette ambition nouvelle, et comment les choses se déploient aujourd'hui concrètement? Excellent. Déjà, pour commencer, pour situer le débat et le cadre, nous sommes une association indépendante. Nous sommes une association loi 1901 qui a été créée par des jeunes français et africains. Nous ne sommes pas une institution créée par les pouvoirs publics. Nous travaillons en partenariat avec toutes les parties prenantes du développement, donc avec les institutions, comme j'ai dit, j'ai parlé de l'AFD, avec les entreprises et la société civile, qui peuvent être des sponsors financiers ou institutionnels. Donc, c'est très pragmatique. Dans cet écosystème que je viens de décrire, vous avez un bureau opérationnel qui est là pour délivrer, accompagner le programme Young Leaders dont vous parlez, mais beaucoup d'autres programmes aussi qui peuvent être dans le domaine de l'éducation, de la santé, et je passe. Au-delà de ça, vous avez un conseil d'orientation de haut niveau qui est composé de personnalités africaines et franco-africaines qui nous accompagnent avec les recommandations importantes parce qu'ils ont une vision assez précise du continent africain et de son développement. Donc, vous voyez le cadre, c'est un cadre institutionnel d'une association qui s'entoure des gens qui connaissent l'Afrique, qui connaissent les problématiques du développement, qui connaissent les relations entre la France et l'Afrique et qui ont envie de mettre sur la table autre chose, en fait. Pour qu'on soit dans le concret, d'abord, comment cette réalité va être structurée par vous pour que vous soyez, ce que vous dites, cette ambition est considérable, mais comment vous allez, j'allais dire, meubler
cette réalité? Comment vous allez l'architecturer? C'est une très belle question. Merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, depuis 2019, nous avons fait les programmes Young Leaders. Nous avons eu 2000 candidatures en 2019. Nous avons 2000 personnes en Afrique et en France qui travaillent sur l'Afrique, qui ont voulu être des Young Leaders. Parmi ces 2000 personnes, nous allons choisir 30. Donc, la promotion de 2019 était composée de 30 personnes qui viennent de 25 pays d'Afrique. Donc, c'est hyper important. En 2017, il y avait une promotion qui était composée de 20 personnes qui venaient à peu près d'une quinzaine de pays d'Afrique au moment où la France. Donc, sur le continent africain, qui constitue le noyau du programme que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons l'ambition en 2021 d'avoir 100 candidats, donc 100 personnes qui sont sélectionnées, et nous espérons avoir au moins 4000 candidatures. Et nous allons choisir les candidats dans les 54 pays d'Afrique et la France. Ça veut dire que dans quelques années, nous aurons des ambassadeurs, des leaders, des talents qui sont dans les 54 pays africains, francophones, anglophones, lusophones et en France, qui apprennent à travailler ensemble, qui se connaissent, qui partagent les spécificités chacun de leur pays. Parce que souvent, on parle d'Afrique, mais d'un pays à l'autre, il y a des singularités. Il y a une histoire qui est différente. Donc, nous avons besoin des ambassadeurs dans tous ces pays-là pour que ce que nous appelons la relation franco-africaine soit effective, moderne et d'une nouvelle génération. Vous parlez souvent de leader. Cet élitisme ne risque pas de vous nuire un peu, de vous laisser dans une sphère complètement de gens un peu isolés des réalités africaines? L'Afrique a besoin vraiment du terrain. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Vous savez, mon grand-père était tailleur, mais c'était un grand leader. Il était à Porto Novo, il était tailleur, il faisait les tenues pour les plus grandes notables de Porto Novo au Bénin. C'est un très grand leader. Je pense que un leader n'a rien à voir avec l'élitisme. Un leader, c'est inspirer. C'est faire adhérer des gens à ce que vous faites. C'est inspirer des gens qui aient envie de vous accompagner. C'est ça être leader. On peut être forgeron et être leader. On peut être journaliste et être leader. On peut être artiste et être leader. On n'a pas besoin d'être une élite pour être leader. Pour vous donner un exemple concret, juste puisqu'on parle de concret, dans la promotion 2019, il y avait un Ougandais qui venait de Kampala. Brian Mutebi. Vous savez ce qu'il faisait? Il a monté une petite fondation qui était dotée d'un budget d'à peine 500 € pour rescolariser les filles déscolarisées, les filles violées, les filles qui ont été mariées, qui ont été renvoyées de chez leur mari, des mineurs violés, des mineurs atteints du VIH. Il leur donnait une bourse pour les rescolariser. Il était dans un village à 200 km de Kampala. Si je prends ce que vous venez de me dire, il n'est pas une élite. Mais pourtant, il était dans la promotion 2019. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est le message que je veux porter et faire passer à tout ce qui nous regarde. Être leader, ce n'est pas être une élite. Être leader, c'est inspirer. C'est poser des pas, des gestes, des projets clairs auxquels les gens sont là pour souscrire. Est-ce que vous vous considérez comme des gens de l'entre-deux, puisque les diasporas sont un élément important dans votre institution? Les diasporas sont un élément fondamental. Je parle des diasporas parce que je parle du principe qu'il n'y a pas une diaspora continentale, il y a des diasporas. Donc, les diasporas africaines en France, pour nous, représentent un élément fondamental. Et cet appel à candidature s'adresse à eux aussi parce qu'ils représentent le pont dont vous parlez bien. Les diasporas africaines en France ont souvent la double nationalité, souvent, pas toujours. Il y a d'autres qui ont uniquement la nationalité française. Donc, ils sont tous concernés dans leur grand ensemble par ce programme. Mais attention, ce programme n'est pas que pour les diasporas. Ce programme s'adresse à tous les Africains, aux diasporas africaines en France, mais aussi aux Français qui travaillent sur l'Afrique. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs français entre 28 et 40 ans aujourd'hui qui ont fait des choses magnifiques sur le continent africain, que ce soit dans les nouvelles technologies, dans l'énergie, dans l'agriculture, et qui sont éligibles à ce programme. En réalité, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,3 milliard. En 2050, ça va être 2,5 milliards. Bon, les chiffres varient, mais on est à peu près dans cette réalité statistique. 70% seront des jeunes, comme vous. Aujourd'hui, les défis sont considérables. Alors, concrètement, je vais vous poser une question au bateau, à quoi rêve la jeunesse africaine? Parce que j'ai envie que vous la rendiez concrète, cette idée, pour qu'on voit comment vous regardez cette Afrique
des jeunes et l'Afrique qui vous ressemble? Alors, vous avez complètement raison. Votre question, elle est très pertinente. C'est à quoi rêve la jeunesse africaine? Je pense que si je devais répondre à cette question, la première chose qui me viendrait tout de suite, c'est de dire que la jeunesse africaine rêve à ce que le développement de l'Afrique soit fait par les Africains. Je pense que globalement, ça serait la première chose que je poserais sur la table. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, pour entrer dans le concret, les Absolument. jeunes Africains aujourd'hui ont besoin d'emploi. Concrètement, les gens aujourd'hui ont accès à l'information de façon globale avec les réseaux sociaux et veulent prétendre avoir une vie, un bien-être autant que les autres. Et aujourd'hui, les institutions publiques ont atteint leurs limites pour créer des emplois. Donc aujourd'hui, cette jeunesse africaine veut créer sa propre initiative, créer sa propre entreprise pour pouvoir s'en sortir. Et pour créer sa propre entreprise, on a besoin aussi de partenaires, on a besoin d'investissements pour aller à grande échelle. Donc cette jeunesse africaine est prête à dialoguer, à partager avec des partenaires. Donc quoi de mieux que de se faire connaître lorsqu'on a une idée? Donc ce que nous essayons de faire, c'est de faire gagner à cette jeunesse des dizaines d'années. Nous donnons à cette jeunesse africaine un écosystème d'investisseurs, de financiers, de décideurs auxquels ils ont accès au bout d'une année. Ils auraient mis 10, 20 ans à y avoir accès. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que je dis, nous révélons des talents. Nous faisons émerger des leaders. Ils existent déjà, ils sont quelque part. Nous leur donnons un écosystème, un espace pour qu'ils puissent être révélés, qu'ils soient connus du monde. Alors, concrètement, aujourd'hui, il y a cette pandémie qui a donné un coup d'arrêt à la vie économique dans le monde entier, pas uniquement en Afrique. Comment vous allez aujourd'hui opérer dans ces secteurs dont vous parliez, qui sont la santé, l'agriculture, l'éducation et plein d'autres choses? Comment vous allez vous y prendre? C'est une excellente question. Nous avons décidé cette année de travailler sur la résilience. Chaque année, pour expliquer le programme, donc nous recrutons des jeunes leaders entre 28 et 40 ans. Aujourd'hui, nous en cherchons 100. Donc, nous espérons qu'il y ait au moins 4 000 qui postulent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le haut patronage du président de la République française et le haut patronage du président d'un pays africain qui change chaque année. L'année dernière, c'était le président Nana Akufo-Addo du Ghana. D'accord? Cette année, nous voulons aller au Sénégal et nous sommes en discussion avec les autorités sénégalaises. Ce qui se passe, c'est que nous allons travailler sur la résilience cette année, donc la résilience post-pandémie. Comment on arrive à bâtir une résilience post-pandémie, que ce soit économique, sociale, politique et sanitaire. D'accord? Et donc, dans ce cadre, sur la promotion de 100 personnes qui sera sélectionnée, 50 personnes viendront en France pour travailler avec l'écosystème sur la résilience, d'accord, de tous ceux qui travaillent avec l'Afrique. 50 iront au Sénégal, donc au mois d'octobre, pour travailler aussi de leur côté sur la résilience, mais d'un point de vue d'un pays africain. Ces deux groupes vont se mettre ensemble pour finaliser un livre blanc qui sera mis à disposition en 2022 à tous les acteurs et avec des recommandations. C'est notre manière de contribuer au débat. La clé d'une analyse d'une situation, c'est les indicateurs économiques, les données démographiques et plein d'autres critères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ça, l'Afrique est véritablement assez en retard, même s'il y a des évolutions. Alors, comment ces problématiques sont perçues et un peu intégrées dans votre réalité à vous? Alors, moi, j'ai une autre lecture aussi, surtout dans le cadre de cette pandémie. Je pense que c'est la première fois que le continent africain se révèle, surtout dans le cadre de cette pandémie. Aujourd'hui, c'est le continent qui est le moins touché par la pandémie. Et le continent africain est en train de montrer une résilience. Vous allez voir, post-pandémie, ça va être le continent qui va le plus vite faire de la croissance, peut-être à part la Chine. Donc, ça veut dire que le continent a eu la capacité de créer une certaine résilience par rapport aux chocs exogènes. Ça veut dire aussi que le continent a toujours su faire de l'innovation frugale. C'est quoi l'innovation frugale? C'est le fait de pouvoir innover avec très peu. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'informels sur le continent africain. On parle souvent de système D, mais en fait, c'est une notion économique très importante de pouvoir, dans les cadres de chocs exogènes, pouvoir tenir et traverser la vague. Et je pense que sur ce point, le continent africain a beaucoup à apprendre à l'Europe et à l'Occident. Comment on crée de la croissance, même dans les périodes difficiles, et comment on crée de la résilience. Donc, moi, j'ai un autre regard, surtout avec la French African Foundation. Le regard que j'ai est celui-ci. Nous créons un espace où chacun amène ses forces.
Ce n'est pas que quelqu'un vient enseigner à l'autre ce qu'il sait faire. Ce n'est pas la France qui vient enseigner aux pays africains ce qu'il sait faire ou les pays africains qui viennent enseigner à la France ce qu'ils savent faire. Non, nous venons dans un espace de partage où nous partageons nos savoir-faire. L'Afrique s'est fait de la croissance, elle a prouvé depuis une vingtaine d'années. L'Europe ne sait plus faire de la croissance. Comme vous le savez, aujourd'hui, la plupart des pays européens ont moins de 2% de croissance. Avant la pandémie, aujourd'hui, ils ont chuté à 10 points et tout. Donc, l'Afrique s'est fait de la croissance, elle s'est fait de la résilience. L'Europe a d'autres atouts. Donc, on peut partager ça dans un espace complètement serein, décontracté, avec une jeunesse qui a envie d'aller de l'avant. C'est vraiment comme ça que je vois la chose. Et il n'y a pas de développement sans cette approche endogène, sur ce développement endogène, justement. Comment aujourd'hui, il y a une question qui est très importante, transformer les connaissances en compétences. Et c'est une question qui se pose cruellement en Afrique. Exactement, et c'est là que je vous rejoins tout à l'heure, et quand on parle d'espace de partage. Aujourd'hui, il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi dans les pays africains. Parce que nous sommes à un moment de notre développement où nous avons besoin de bâtir les infrastructures. Mais nous devons aller au-delà parce que nous ne pouvons pas nous contenter de juste bâtir les infrastructures et ne pas nous occuper de la société. Donc, il faut faire les deux en même temps. C'est le premier continent qui fait face à ça. C'est-à-dire, en même temps qu'on bâtit les infrastructures, on doit avoir un développement social et inclusif très important. Mais la chance que nous avons aussi en Afrique, c'est que nous avons les nouvelles technologies qui nous permettent de faire un saut de grenouille, de faire ce qu'on appelle un leapfrog en anglais. Donc, si nous combinons les nouvelles technologies et l'investissement, ça veut dire que nous pouvons aller beaucoup plus vite pour répondre aux défis auxquels nous faisons face. Et c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de bâtir que des universités physiques. Nous pouvons bâtir des universités, mais permettre à des milliers d'enfants et d'étudiants de suivre les cours, même en n'étant pas à l'université, en étant chez eux, en étant dans des espaces partagés, juste en ayant leurs ordinateurs et pouvoir suivre un cours en amphi en direct. Aujourd'hui, les jeunes Africains peuvent suivre des cours à Harvard sans être partis de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des modules, des formations de perfectionnement qui sont faites dans les grandes universités Harvard ou MIT ou un peu partout, où on peut être bien sur son continent africain et suivre ses cours, avoir une certification. C'est la chance que le continent africain a aujourd'hui pour moi et qui peut servir beaucoup à la jeunesse. L'Afrique a un défi majeur avec la création de la zone de libre-échange panafricaine. C'est-à-dire que cette zone de libre-échange, quand on voit, ça ne doit pas être uniquement une zone de libre-échange. Il faut que la créativité et la valeur ajoutée en Afrique soient en première position. Mais l'Afrique est loin d'être dans cette réalité-là. Totalement. Il y a deux choses pour la zone de libre-échange pour la ZLECA. Pour qu'elle soit effective, il faut que l'Afrique elle-même produise. D'ailleurs, dans le programme que nous faisons, je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons avoir les 54 pays d'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est le plus important aussi, c'est l'intégration africaine. C'est que les pays africains se connaissent entre eux. C'est que les jeunes Africains se connaissent entre eux. Ça, c'est important. Donc, pour que cette zone de libre-échange soit effective, il faudrait déjà que les Africains eux-mêmes arrivent à produire massivement. Parce que c'est là qu'on crée de la valeur, en fait. Si nous importons tout ce que nous consommons pour la zone de libre-échange, nous ne créons aucune valeur à l'intérieur de l'Afrique. Nous créons de la valeur pour les autres. Nous permettons aux autres de pouvoir avoir un marché global et de distribuer leurs produits. Donc, si nous voulons résoudre ce problème, il faudrait que nous partagions les connaissances, qu'il y ait un transfert de technologie, que nous montions des hubs dans les pays d'Afrique et nous partageons aussi les connaissances et du transfert de technologie avec les autres, les Occidentaux par exemple, parce qu'ils ont de la technologie et c'est là que nous pouvons faire un effet de levier. C'est pour ça que la French African Foundation, ce que nous faisons est très important, de rassembler tous les pays d'Afrique avec des jeunes Français qui ont de la technologie, qui peuvent le partager, dont les autres aussi peuvent s'inspirer, aussi partager leur écosystème pour pouvoir construire en fait, les outils et les institutions de demain. Des questions très importantes. Khaled Higué, je rappelle que vous êtes le cofondateur de la Fondation et que vous avez écrit un livre remarquable qui s'appelle L'heure de l'Afrique pour un développement durable et inclusif. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir. Au revoir.